Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien. Les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Tyler qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Salut à toi Robin, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Léo, ça va très très bien aujourd'hui. Eh bah écoute, aujourd'hui, parce que hier non, c'est ça ? Non, je réfléchissais et puis non, ça va très bien. Que finalement ça allait. Ça va bien. Ravi d'enregistrer ce podcast ensemble. En plus, pour la petite histoire, du coup, on en avait enregistré un tous les deux, mais du coup, les rôles étaient inversés. Oui. C'était au tout début, c'était l'épisode 1, 2, ou enfin dans les débuts. Dans les 3 premiers, ouais. Une équipe qui gagne, ton podcast français que tu as et qui est en français. C'est l'épisode 1. Qui est vraiment très chouette. L'épisode 1. Ouais. Et ben écoute, épisode 1. Donc il y a un petit moment déjà. Ton podcast qui a bien grandi depuis. Aujourd'hui, on est ensemble pour un podcast que j'adore en termes de thème. Le thème qu'on a choisi, en plus, on l'a décidé il y a pas très longtemps. On s'est dit, viens, on fait sur ce sujet-là. On va partir un peu dans la philosophie, on va partir un petit peu dans le bien-être, on va partir dans le bonheur, le plaisir, sur comment est-ce que du coup on peut kiffer son job de recrutement, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir à recruter. C'est le thème du jour qu'on va aborder. Pour les gens qui te connaissent pas, Robin, est-ce que tu peux en 1 minute top chrono te présenter ? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Robin Choi. Je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle HireSuite qu'on a créée en 2016, donc immédiatement après les études. On fait des logiciels dans le recrutement pour aider les équipes de recrutement à mieux recruter, à être plus efficaces. Et pendant les premières années, donc on a 2 produits principaux. Il y en a un, c'est une sorte de cabinet de recrutement automatisé. On rajoute de l'intelligence, du logiciel. Il y a encore une grosse partie humaine qu'on veut garder. Et donc dans les premières années d'HireSuite, c'était moi qui fais ce métier de recruteur, donc je recrutais pour des clients, recruteurs indépendants, quoi. Enfin pas indépendants, puis c'était plutôt un cabinet de recrutement. Donc j'ai pas d'expérience en tant que recruteur interne dans une équipe. C'était d'ailleurs un des sujets quand on a parlé de cet épisode. Je disais moi j'ai pas trop de légitimité à parler de ce sujet en tant que recruteur interne. Mais depuis que j'ai créé HireSuite, non seulement on travaille énormément, nous-mêmes on est recruteurs, donc on fait quand même ce métier, même si c'est pour des clients, il y a énormément de similarités. Donc ensuite, comment est-ce qu'on forme l'équipe, comment est-ce qu'on recrute les gens même chez nous, comment est-ce qu'on motive les gens, quels sont les leviers de motivation, donc ça c'était intéressant. Également chez nos clients, tu vois, on est exposé à énormément d'équipes de recrutement, on a travaillé avec la plupart des startups françaises, dans le monde entier aussi, dans d'autres pays, on a des clients qui sont aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Et aussi parce que j'ai 2 podcasts depuis, alors le premier en anglais depuis plusieurs années, le deuxième depuis 1 an je crois et quelques, qui s'appellent Une équipe qui gagne et A-Players, et sur lesquels j'interviewe beaucoup de personnes qui parlent de recrutement aussi. Donc c'était plutôt cet axe-là et cette légitimité-là que je voulais apporter à cet épisode sur comment je vois qui sont les personnes qui apprécient et qui s'épanouissent dans le recrutement, qui sont les personnes qui sont désespérées, fatiguées, à bout, parce qu'il y en a énormément aussi, et qui sont un peu l'entre-deux, des gens qui s'éclatent pas forcément, mais qui sont pas désespérés, et quels sont un peu les indicateurs qu'on retrouve qui fait que certaines personnes prennent du plaisir, d'autres non, et c'est quand même un gros sujet. Donc, voilà. Ouais, et un sujet parce que ça touche quasiment tout le monde et c'est un métier déjà qui est assez dur sur différents aspects. Alors pas non plus dire que tu souffres parce que du coup tu es à 40 degrés au soleil à porter des charges lourdes, ce serait faux de dire qu'on souffre physiquement. Mais du coup c'est un boulot où on prend cher. Ça va être la première partie de notre épisode justement, on va être sur qu'est-ce qui fait en fait qu'on est un peu prédestiné à potentiellement être malheureux avec plein de problèmes qu'on peut avoir quand on recrute. Donc du coup tu vas nous raconter ça. Après du coup on se dira ok, maintenant qu'on a ce constat un petit peu négatif / tous les bloqueurs qu'on a en face de nous, comment justement on peut arrêter de faire ça et commencer à kiffer, à s'éclater en recrutant. Et du coup, tu nous donneras ainsi toutes tes astuces que tu peux avoir, hyper concrètes, hyper activables, pour comment être plus épanoui en fait dans son job et plus kiffer. Donc du coup, on commence par ce côté vraiment, on part avec des mauvaises bases, on part mal quand on recrute. C'est quoi pour toi tous les red flags, tous les bloqueurs que tu vas avoir quand tu commences à recruter? Il y a plein de murs qui se dressent face à toi. C'est quoi tous ces murs? Je pense que c'est un métier qui est dur, qui n'est pas dur physiquement comme tu le dis, mais psychologiquement. J'en parlerai un petit peu après. Il y a un livre qui s'appelle Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Et voilà, la motivation,
vérités surprenantes sur ce qui nous motive et qui parlent de ce qui fait la motivation au travail. Donc j'en parlerai un petit peu plus après, mais plutôt sur les solutions, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir. Mais dans ce qui nous donne du plaisir, il y a notamment l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est tu as le contrôle de ce que tu fais. Et une des raisons principales pour lesquelles le recrutement, c'est extrêmement frustrant, c'est justement ce manque d'autonomie qui vient de plein de choses, qui vient que tu es coincé entre deux types de clients ou de personnes que tu sers, qui sont les candidats et les managers en interne ou les personnes pour qui tu recrutes. Donc, c'est difficile de concilier les deux, beaucoup plus difficile que de juste concilier pour un client. Donc ça, c'est important. Tu fais du double sales en fait, en permanence, c'est un Exactement. double commercial, quoi. Exactement. Et donc, ça rajoute de la variable, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir moins de contrôle sur ce que tu fais. Il peut y avoir cette frustration parfois de passer très peu de temps sur un recrutement qui va au bout, tout le monde est content, et parfois de s'échiner sur un recrutement qui va pas au bout, on se fatigue, d'avoir l'impression d'avoir mis toute l'énergie. Et après, on peut se dire, mais à quoi je sers, quoi ? Quel est mon rôle ? Donc ça, c'est quand même assez dur fondamentalement. Il y a aussi souvent un manque de reconnaissance interne qui est colossal. Voilà, les équipes de recrutement sont rarement considérées. Et même dans les entreprises, alors j'ai refait une intervention, j'ai parlé avec pas mal d'entreprises la semaine dernière, qui parlaient de leurs problèmes de recrutement. Et souvent, en particulier, des managers disaient qu'ils avaient des problèmes de recrutement. Et les problèmes de recrutement étaient délégués à une autre personne, qui les redéléguait à une autre personne. Et il y a souvent cet avis de dire ouais non mais en fait le recrutement opérationnel c'est un peu sale, c'est un peu je vais le laisser à la dernière personne. Ouais. Je vais recruter une personne pour faire spécifiquement, je vais recruter un ou une stagiaire. Donc il y a un manque de reconnaissance interne qui fait que c'est pas très valorisé souvent et qui vient aussi par le manque d'indicateurs de succès. C'est difficile de savoir quand tu fais de la vente, tu réussis ou pas, ou quand tu développes quelque chose ou du marketing. Là tu as le recrutement qui est quand même bien, donc tu as quand même des indicateurs de succès. Est-ce que tu arrives à recruter la personne ou pas ? Mais tu peux aussi arriver à recruter la personne, mais que ce soit pas un bon recrutement, ou parfois tu peux faire du très bon travail et ne pas arriver à recruter la personne. Donc cette frustration, il y a une dimension chance qui est assez importante. Ouais, tout n'est pas dépendant de toi en fait. Quand tu recrutes, c'est un peu le problème. Exactement. T'as trop de variables. C'est le cas aussi dans plein d'autres métiers, en particulier la vente. Tu vas jamais vendre à tous tes clients, mais tu as plus de contrôle. Voilà. Et la dernière chose qui est assez importante et qui vient avec ça, je pense, et qui est extrêmement pesante dans le recrutement, c'est le bruit, la charge mentale que tu peux avoir avec énormément de produits différents. Tout le monde essaie de... Bon, on en fait partie, nous, je ne pas la bien, mais tout le monde essaie de vendre le dernier logiciel, la nouvelle... Donc il y a énormément de bruit de sollicitations. Tu vas ensuite sur LinkedIn, tu vois énormément de bruit. Tu reçois plein de CV de candidats. Et c'est toujours du bruit un peu déstructuré, avec des personnes qui te sollicitent, un manque d'organisation. Et ça, c'est super dur, quoi. Donc, d'où cette sensation de manque. Je pense que le point principal dans les principaux leviers de motivation qui manque dans le recrutement, c'est le manque d'autonomie. Tu n'as pas cette autonomie parce que tu te fais solliciter dans tous les sens. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui finissent leur journée de travail et qui ont la tête qui explose, quoi. C'est épuisant. Ça, tu rajoutes toutes les réunions, tous les entretiens, et en plus des commerciaux qui te présentent leurs solutions. Tu as plein d'interlocuteurs et d'interlocutrices différents. Et en effet, en fin de journée, tu es claqué. Notamment, si tu travailles dans une boîte où tu as des horaires un peu des fois à rallonge, en cab, des fois en ESN où tu travailles beaucoup. Et tu es là, genre, waouh, c'est bon, je suis fini, quoi. Et tu as toujours une tâche qui apparaît, qui est plus urgente. Tu es en train de travailler sur une description de job, et puis tu reçois un message d'un candidat ou d'une candidate que tu dois gérer immédiatement. Ça, c'est très, très dur. Et plus tu rajoutes à ça les nouveautés, tu dois te tenir à jour des nouveautés, l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Un peu un FOMO de manquer la dernière innovation, donc c'est vraiment épuisant. Et il y a peu de métiers qui croisent autant de difficultés. Il y a d'autres choses qui sont extrêmement vertueuses, et donc on en parlera, il ne faut pas s'apitoyer, et il y a possibilité de prendre du plaisir. Mais c'est vrai qu'on part pas forcément gagnant. Oui, il y a pas beaucoup de choses qui jouent contre nous, et du coup, ce côté de la charge mentale, c'est des gens qui disent non mais faut arrêter, c'est faux, tu n'as pas de charge mentale quand tu recrutes. Toi, du coup, tu y crois à cette charge mentale de recruteur et de recruteuse ? Bien sûr, parce que un autre effet qui est difficile dans le recrutement aussi, c'est que ton niveau d'implication est rarement aligné avec celui de tes interlocuteurs. Donc les managers lancent un peu le bébé, à toi de te charger du recrutement. Candidats et candidates, même si c'est important pour eux, c'est jamais la priorité numéro 1. Et c'est souvent ça la charge mentale, tu vois. C'est un peu un truc à la base des mères au foyer qui doivent gérer tout pour la famille. Et c'est si je le fais pas, personne le fera. Donc il faut que je tienne le truc et personne se rend vraiment compte même de tout le travail que je fournis. Et dans le recrutement, c'est énormément le cas. Donc il y a une réalité sur la charge mentale. Et parfois, on s'en rajoute aussi. Donc il y a une vraie, tu vois, il y a une réalité.
parfois, pas qu'on s'en rajoute, mais il y a des moyens de réduire quand même cette charge mentale, donc on en parle sur les solutions. Mais voilà, en rajoutant de la discipline de l'organisation, on peut aussi la contrôler et la réduire. Donc c'est une réalité, elle existe. C'est pas une fatalité non plus, elle peut être contrôlée, elle peut être redistribuée sur d'autres personnes, justement, réaligner ce niveau d'implication, et elle peut être éliminée sur certaines tâches. Mais tu peux pas l'ignorer complètement. Tu peux pas du tout l'ignorer, au contraire. Non, au contraire, complètement. Ok. Et du coup, moi, j'étais curieux aussi de t'avoir dans l'épisode parce qu'au final, par ton job, tu parles en permanence à la fois des clients à qui tu vends du coup ta solution, à la fois du coup aux recruteurs et recruteuses que tu interroges dans tes podcasts, à la fois en France d'ailleurs et aux US. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir une différence entre les deux si tu veux dans ce que je vais te poser juste après comme question. Si tu vois des différences entre France et US en termes de problèmes, c'est quoi, tu penses, les grosses problématiques principales des recruteurs et des recruteuses aujourd'hui? La charge mentale, le manque de temps d'organisation, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Cette sensation d'être... Plus que la productivité, c'est la sensation... Je pense que la productivité, c'est plutôt la solution à ça, mais c'est la sensation d'être débordé, de ne pas avoir de contrôle t'es sous l'eau tout le temps. Et ça, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit simplement... Alors, encore une fois, nous, on fait un outil, donc je prêche pas forcément pour ma paroisse dans ce cas-là. Et c'est pas simplement une question d'outils. Je pense que c'est beaucoup une question de formation, d'apprentissage personnel, de discipline personnelle. Il faut pas rajouter un nouvel outil qui va réduire la charge mentale ou qui va... ça peut être le cas tant que cet outil vient avec de la formation, parce que sinon le nouvel outil peut aussi rajouter de la charge mentale. Ça serait cool qu'il y ait des gens qui forment bien des recruteurs et des recruteuses par exemple. Exactement. S'il y a des gens qui veulent lancer un business, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un truc à apprendre. Donc tu vois, tu te dis, en effet, ils savent pas comment faire en fait. Donc du coup, quand t'es pas formé, tu sais pas quoi prioriser. Et du coup, quand tu sais pas quoi prioriser, tout devient urgent, tout devient important. Exactement. Et dans ta petite matrice Eisenhower, c'est la fin quoi. Exactement. Et donc tu as cette sensation d'être pressurisé, de pas pouvoir gagner, de pas pouvoir fournir du travail de qualité. Et tu vois après du contenu sur LinkedIn où on dit il faut que tu améliores ta marque employeur, et tu sais je m'en rends bien compte, mais bon, quand est-ce que je fais ça quoi? Bien sûr. Il y a un côté jugement, tu trouves sur LinkedIn ça un peu incitation à toujours faire bien. Je pense aussi. Le jugement est énorme de la part des deux côtés, des managers, des candidats qui se plaignent de l'expérience candidat. Donc tu es là, tu dis ok, je fais de mon mieux, j'essaie de jongler avec les deux côtés. Je suis de bonne volonté, mais à la fin, il suffit de faire une seule erreur et on se fait rattraper sur sa marque employeur. On se dit ah oui, scandaleux, la personne ne m'a pas répondu à ma candidature. Bah ouais, mais il y a énormément de priorités. Donc ça, c'est une des grosses problématiques, je pense. Aux États-Unis en particulier, en ce moment, il y a une grosse phase de licenciement. Il y a énormément de recruteurs qui se retrouvent sans travail. Donc il y a un enjeu sur retrouver du travail. Quel est mon rôle dans une économie où on recrute moins? Ça, c'est quand même une différence. C'est légèrement le cas en France parce qu'il y a quand même moins de tension sur le marché du recrutement qu'il y a un an. Mais c'est encore plus le cas aux États-Unis. Et par-dessus, tu rajoutes l'intelligence artificielle avec des gens qui vont te dire que 50% des rôles de recruteurs vont disparaître. Donc tu dis, ok, bon, est-ce que je reste dans ce job ou pas? Donc ça, c'est un peu ce qui est les priorités que je reçois des clients. Et encore une fois, ce sont des priorités individuelles et non pas à l'échelle de l'entreprise. Parce que les priorités stratégiques de l'entreprise, en réalité, c'est important, mais c'est pas aussi important que les priorités individuelles que les gens ont au quotidien, quoi. Les gens se couchent le soir en se disant, quel est l'avenir de mon métier? Qu'est-ce que je fais ensuite? Comment est-ce que je réduis? Comment est-ce que je suis plus efficace? Je prends plus de plaisir. Et il se couche pas en disant, j'espère que je vais réussir le plan de recrutement du Q3 afin d'atteindre la target de revenus, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une sorte de bonheur global qu'on va chercher et du coup être heureux dans son job. Ce qui fait une très bonne transition parce que ça fait depuis 10 minutes où on est très, pas négatif, mais plutôt réaliste sur tout ce qui se dresse comme obstacle devant toi quand tu recrutes. Et c'est vrai que c'est un métier qui est très dur pour ça et en même temps qui, si tu fais attention et si tu mets en place différentes solutions, peut du coup s'avérer un métier genre incroyable. Bien sûr. Moi, je pense que pour rien au monde, je changerais de job pas avant X années parce que c'est trop bien ce boulot. Encore plus maintenant quand tu peux former des gens en recrutement, mais c'est encore différent. Du coup, question pour toi dans cette deuxième partie sur les solutions. Question très philosophique pour commencer. Est-ce qu'on peut être heureux et recruteur? Complètement. Je connais énormément de personnes qui sont très heureuses dans le recrutement. C'est le cas, il y en a, ça existe. Ça peut être en agence, ça peut être en interne dans une entreprise, ça peut être indépendant ou indépendante. Donc il y a des gens qui sont très heureux dans le recrutement. Il faut mettre des conditions de succès. Il faut mettre des contrôles, il faut gérer avec ces parties négatives. Et puis surtout, on parle beaucoup d'impact de plus en plus. Donc les gens qui s'inscrivent sur un autre produit ailleurs sur Marketplace veulent des métiers à impact, Et dans le recrutement, mais t'as peu de métiers où t'as autant d'impact. T'as un métier qui est humain. Et je sais que, tu vois, ça nous arrive plusieurs fois d'aller
chez des clients, de rencontrer des gens qu'on a recrutés, forcément. Donc, tu vois, une entreprise en particulier, tu as eu Adeline de Gorgias, qui est venue sur le podcast aussi. Gorgias, on a fait énormément de recrutement avec eux depuis 2016. Et donc, quand on va aller voir dans leur bureau à San Francisco, tu vois vraiment l'impact sur la vie des gens qui ont été recrutés. Ils sont contents. Et c'est, moi j'avais une trajectoire complètement différente. Finalement, j'ai rejoint Gorgias. Maintenant, je suis à San Francisco. J'ai rencontré ma copine ici. Je me suis mis à faire de tels sports. Et tout, tu vois, donc, tu as vraiment un impact qui est énorme, que ce soit en tant qu'intermédiaire, agence, ou en interne, où ensuite, tu vois, encore plus, tu croises les gens au quotidien. Donc, ça, c'est quand même un des points les plus importants. Je parlais du livre Drive tout à l'heure sur la motivation. Il y a 3 points importants vraiment sur la motivation. Qui sont la compétence et la maîtrise du métier. Ça, c'est quelque chose qui est un élément très important dans la motivation et le plaisir qu'on ressent à faire une tâche. Le deuxième, c'est l'autonomie, j'en parlais tout à l'heure. Et le troisième, c'est le but. Et le but pour ça, et c'est aussi ça qui fait que le recrutement, on peut s'éclater, et je suis toujours sur ta première question, qui est-ce qu'on peut dans le recrutement, le but, il est là, quoi. C'est énorme. Et donc, quant à ça, tu sais que tu peux en faire quelque chose, quoi. Si tu résous les 2 autres problèmes qui sont l'autonomie et la compétence / maîtrise. Ok. Donc, du coup, je pense que ce serait chouette que tu creuses là-dessus. Donc, tu dis qu'il faut compétence, maîtrise, autonomie et but pour du coup être épanoui. Dans compétence, maîtrise, c'est-à-dire c'est un truc allemand qui veut dire c'est la compétence. C'est un truc genre de juriste. Qui veut dire qu'il faut que tu aies les propres moyens de tes ambitions. Et c'est un truc qui fait qu'en gros, ta constitution allemande, elle est au-dessus de toutes les normes. Enfin bref, je fais une divagation contrairement inutile et qui ne sert absolument pas le propos. Mais du coup, qu'est-ce que c'est compétence et maîtrise? Pour nos amis allemands qui nous écoutent. Compétence. La compétence maîtrise, c'est le fait d'être reconnu. Il y a une dimension reconnaissance par ses pairs aussi, et de plaisir. En fait, la manière la plus simple de le résumer, c'est le plaisir du travail bien fait. C'est tu sais déjà évaluer que le travail est bon. Donc, tu vois, dans l'évaluation, ça nécessite déjà de savoir ce que c'est. Et ensuite, tu as les moyens de délivrer ce bon travail. Et ça, c'est quelque chose qui apporte énormément de satisfaction et de plaisir au quotidien. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est, tu vois, sur des choses, je pense que ça fait 15 minutes qu'on parle de manière un peu philosophique, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est se former, se réinventer. C'est pas forcément les nouvelles technologies, ChatGPT, le dernier outil, etc. C'est plutôt les outils qui seront encore là dans 10 ans. Tu vois, Jeff Bezos dit, on pose souvent la question de qu'est-ce que je pense qui va changer dans 10 ans, alors que ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui ne va pas changer dans 10 ans. Ouf. Parce que c'est là-dessus que tu crées un business, et donc les gens voudront toujours des produits moins chers, livrés plus rapidement, de meilleure qualité. Et t'as pareil dans le recrutement, en fait, déjà se former sur les fondamentaux, qui seront encore là dans 10 ans, qui sont les candidats et les candidates veulent une expérience, une bonne expérience, pas forcément personnalisée, mais bonne, avec de la transparence, de la réactivité, voilà, pas mauvaise, de la réactivité. Donc ça, c'est côté candidat, et ensuite côté client. Donc il faut se former là-dessus, je pense, et ça nécessite certaines compétences clés, comme la rédaction, par exemple. Bien rédiger un message, bien rédiger une offre, comment bien s'exprimer. Ça, c'est un truc clé. C'est tout le temps en recrutement, en fait. Du début à la fin de ton process, on écrit en permanence. Exactement. Donc ça, c'est important. D'autres choses aussi qui semblent minimes, mais c'est savoir se servir de son ordinateur, connaître les raccourcis clavier, savoir utiliser Gmail, savoir, voilà, se sentir en maîtrise. Ça, c'est fondamental. Ouais, ça paraît simple quand tu le dis comme ça, mais en fait, quand tu accumules la perte de temps que tu peux avoir sans raccourci clavier, sans automatisation, tu as des petits outils comme l'outil de snippets, genre les TextBase, etc., qui sont du coup des extensions qui te font gagner un temps fou. Tu n'as pas besoin de recopier les mêmes textes. Bien sûr. Et même en termes de charge mentale, c'est une de moins. Tu n'as pas besoin de réécrire ça et de dire mince, j'ai un rapport à écrire. Non, juste tu fais tes automatisations et tu vas, quoi. Et tu es dans un environnement de contrôle, c'est ça. Qui est aussi un plaisir que tu peux ressentir dans le sport, dans l'art, dans la musique. Quand tu es vraiment en contrôle dans la musique, par exemple, tu te sens chez toi, tu es à l'aise, tu es en environnement de confiance. Par contre, si tu sais pas, quand tu joues ton violon, je fais pas de violon, mais quand tu joues ton violon, tu sais pas quelle note ça va faire à tel endroit, tu es toujours un peu sur la défensive, c'est toujours un peu stressant. Donc ça, c'est connaître les outils qu'on utilise, les outils de base, vraiment les pousser à fond, donc raccourci clavier, et donc se créer un environnement de contrôle, quoi. On est à l'aise. Ça, c'est super important. La compétence. Ta compétence. Et tu te parlais aussi d'un côté genre contrôle par l'externe. Enfin, en gros, te montrer que. Comment tu parlais de ça, comme quoi les autres vont aller te reconnaître ta propre. Ouais, c'est la reconnaissance des pairs. Okay. Ça, c'est assez important. Comment tu fais ça du coup quand tu n'as jamais fait ça ? Tu peux participer à des événements, rencontrer des gens. En fait, déjà rencontrer d'autres personnes et se rendre compte qu'il y a une possibilité de croître tous ensemble.
très très important. Donc événements, rejoindre des communautés, il y en a plein en France, des communautés de recrutement. Donc ça c'est bien. Et ça peut être aussi prendre la parole sur des podcasts, prendre la parole à des événements, prendre la parole sur LinkedIn. Non pas pour créer de l'engagement, pour créer du nombre de vues et donc mettre des messages provoques que tout le monde va lire, mais vraiment pour diffuser son expertise, ce qu'on apprend, un peu comme un explorateur, une exploratrice, partager ses apprentissages. Et ça, c'est très épanouissant. Trouver le moyen de bien le faire. Et c'est aussi rémunérateur à titre personnel, à la fois par la confiance qu'on crée en interne dans son entreprise, mais aussi tu vois, une négociation future de salaire, le changement d'entreprise, etc. Okay. Donc prendre la parole, ne pas avoir peur de prendre la parole. Et on en parlait avant. Souvent sur les podcasts, les personnes qui sont les plus stressées, qui ont le plus peur de prendre la parole, sont celles qui font les meilleurs épisodes. Ouais, je confirme. Et donc voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'ayez pas peur, venez sur Tam ou sur une équipe qui gagne et il faut parler, quoi. Clairement. Et il y a un truc aussi là-dessus qui est important, c'est qu'en plus, tu sais, dans la partie genre pédagogie, on te dit souvent que c'est en apprenant aux autres, ou en tout cas en s'exprimant, que du coup tu ancres tes connaissances. Énormément. Et donc même si ce que tu dis n'est pas forcément encore cadré, mais rien qu'en parlant et en partageant, du coup ton cerveau il reconnecte bien tes neurones et il ancre tes connaissances en les expliquant aux autres, quoi. Et puis tu sors de ce truc quotidien où tu as l'impression que ça s'enchaîne à être tu vas remonter aux principes de base qui font qu'est-ce qui fait que mon métier fonctionne, qu'est-ce qui fait que je prends du plaisir. Communiquer là-dessus, c'est super important. Donc du coup, avoir la compétence et donc soi-même, mais aussi du coup via les autres et l'image en fait qui nous renvoie. Deuxième chose, tu parlais du coup de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie ? L'autonomie, c'est avoir les moyens, tu vois, d'atteindre ses objectifs concrètement, soi-même. Donc ne pas dépendre d'autres personnes. Okay. Très simple dans le recrutement, c'est déjà premièrement créer de la confiance en interne dans son équipe. Trop d'équipes de recrutement ne sont pas assez valorisées en interne. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en prenant la parole, en ayant des opinions qui sont vérifiables et reposées sur des faits, en se positionnant vraiment comme un expert ou une experte, et en donnant de la transparence sur ce qui se passe, donc en donnant des rapports, en donnant de la visibilité. C'est pas forcément des spreadsheets extrêmement élaborés, mais ça peut être par exemple une des manières très simples dont nous on l'a fait, mais plutôt en marketing, pour donner de la transparence, c'est de créer un canal Slack dans lequel on met des captures d'écran qui montrent que le marketing fonctionne. Tu peux faire pareil si tu vraiment as envie d'améliorer l'expérience candidat. Dès que tu as une personne qui dit « génial, j'ai passé un bon process », tu mets une capture d'écran, tu le mets et toute l'équipe le voit et encourage. Et c'est une bonne manière de créer de la visibilité. Bien ou sûr. Une boucle mail ou d'autres manières de le faire. Voilà, donc ça c'est assez important. Être respecté en externe aussi. Pareil, en donnant de la transparence, en expliquant le process, en évitant de faire comme beaucoup de recruteurs et de spammer, voilà, donc de vraiment déjà avoir une approche qui est personnalisée, être digne déjà de respect et de confiance. Et ça vient aussi forcément avec la compétence et la maîtrise. C'est pas, tu vois, l'autonomie est vraiment liée à ça. Donc les deux points fonctionnent ensemble. Ok, ça marche. Écoute, super clair. Et donc tu disais après que le troisième, quand tu avais compétence et quand tu avais autonomie, c'était du coup le but derrière. Qu'est-ce que c'est du coup ça ? Le but, ce que je disais, donc, généralement dans le recrutement, c'est assez simple. Le but de ton travail, c'est d'aider des gens à trouver des jobs. Et celui-ci, il est assez immédiat. C'est pas du tout un bullshit job, quoi. On s'en rend compte, on voit l'impact. Il faut aussi se rappeler du but perso. Qui est que tout ce qu'on apprend dans le recrutement, ça nous sert aussi dans la vie personnelle. C'est-à-dire que même si vous voulez arrêter de travailler dans le recrutement dans un an, le fait d'avoir réussi à gérer cette charge mentale, d'avoir gagné en organisation, ça vous fera gagner du temps en perso ou dans les autres projets. Si vous voulez même faire des choses qui n'ont aucun rapport, si vous voulez lancer une boulangerie plus tard, ça vous servira de savoir bien rédiger, de savoir gérer énormément de tâches à la fois, de prioriser, de créer de la confiance avec vos clients, de créer de la confiance en interne. D'embarquer des gens dans des projets, de vendre des projets, parce qu'il y a des compétences de vente qui sont très fortes. Donc il faut se rappeler que c'est aussi une opportunité, et il faut le voir un peu comme un bootcamp de la vie, quoi. Tous les métiers sont des bootcamps de la vie, tout ce que tu apprends peut être utile après. Donc non seulement le but immédiat qui est tu aides à trouver un travail à une personne et ensuite à une entreprise à progresser, mais aussi un but très égoïste personnel qui est devenir plus forte dans sa vie au quotidien, quoi. Trop bien.
Et c'est vrai qu'en plus, tu vois, le job de recruteur et de recruteuse, c'est un des rares jobs où très jeune dans ta carrière, tu vas être en lien avec plein de métiers différents et avec des gens des fois qui ont le double de ton âge et avec qui tu travailleras au quotidien. Il y a pas autant de jobs, je pense, à part quand tu crées ta boîte, où tu es exposé en permanence à des gens du coup qui ont des niveaux de seniorité et des expertises différentes. Si tu as de la chance de recruter pour plein de jobs différents, tu as des gens qui recrutent par exemple, je sais pas, genre que des comptables, du coup c'est pas la même chose. Mais quand tu as cette chance-là, en fait, tu apprends beaucoup parce que du coup tu apprends tous ces métiers, comme tu dis, et le jour où tu as envie de te reconvertir vers autre chose, tu vois les compétences qu'il te faut, tu passes ton temps en plus à les recruter, donc du coup tu sais exactement ce qui marche et ce qui marche pas. Donc en effet, c'est un bon avantage pour faire autre chose. On pourrait dire qu'après être recruteur, recruteuse, il y a plein de carrières possibles en fait, si les gens arrivent à s'en sortir et à faire autre chose, quoi. Et tu peux aussi aider tes proches personnels à maximiser leurs chances d'avoir un bon job, parce qu'on sait que c'est pas simplement la personne, mais aussi comment elle gère ses entretiens. Clairement. Donc ça peut vraiment avoir un gros impact personnel, quoi. Ok, trop intéressant. Et je me souviens quand on a parlé, quand on prenait ce petit café en terrasse pour préparer l'épisode, on parlait des motivations, des différents niveaux de motivation. Et je me souviens, moi je te disais, quand j'avais fait mon master en RH, on parlait des motivations intrinsèques, extrinsèques. À l'époque, je comprenais pas trop, c'était très théorique. Mais du coup, au final, est-ce que tu peux nous en parler un peu des différents niveaux de motivation? Et si tu arrives au niveau le plus fort, c'est là où du coup tu arrives à vraiment kiffer ton job. C'est quoi ces différents niveaux? Ça, encore une fois, c'est des concepts que je reprends de ce livre dont je parle depuis. Okay. C'est sympa ce livre Drive. Au pire, en fait, j'aurais juste dû inviter la personne qui a écrit le livre. Tu peux. Qui parle des 3 degrés de motivation. Donc, tu as le motivation 1.0, il appelle ça. Et c'est les besoins fondamentaux. Donc, trouver de la nourriture, des boissons, survivre. C'est le bas de Maslow, quoi. Voilà, exactement. C'est survivre, quoi. Okay. Donc ça, c'est quand même un levier de motivation très très fort, mais dans le recrutement, on fait pas appel à ça. Ça va. Normalement. Motivation, ce qu'il appelle la motivation 2.0, c'est la motivation exogène qui vient de l'extérieur. Et donc là, c'est généralement un système de récompense ou punition. C'est si tu fais ça, tu seras augmenté. Si tu fais pas ça, tu passeras un mauvais moment. Voilà. C'est pas forcément le système qui fonctionne le mieux. Ça peut fonctionner dans certaines tâches. D'ailleurs, il dit pas du tout qu'il faut complètement l'éliminer. Il dit que ça marche dans certaines tâches, notamment des tâches qui sont très répétitives, cadrées, etc. Et en revanche, ça marche moins bien pour les tâches d'imagination, tu vois, un peu plus pas artistique, mais qui demandent plus de prise de décision aussi. Et au contraire, ça peut faire prendre de mauvaises décisions de trop reposer sur ce modèle-là. Et le modèle numéro 3, c'est la motivation intrinsèque. À motivation 3.0 qui fait que dans des expériences, par exemple, tu vas donner un puzzle à des singes, ils vont jouer avec. Et il n'y a pas de gain à gagner, c'est pas, tu leur donnes pas des graines ou peu importe, c'est juste le plaisir de jouer. Et c'est la motivation intrinsèque qui vient de toi-même, du plaisir que tu prends à faire une tâche. Donc c'est ça, ce niveau-là, qu'il faut essayer de débloquer parce que c'est celui qui permet de prendre le plus de plaisir, qui est le plus soutenable sur le long terme et qui est le plus adapté aussi à des métiers comme celui du recrutement. On doit toujours prendre des décisions, on est toujours dans la... tu vois, encore ce besoin d'autonomie. Donc, arriver à débloquer ce degré de motivation intrinsèque, voir ce qu'il y a à gagner soi-même. Et ça, c'est une bonne manière de rester très motivé dans la durée et de prendre du plaisir. On crée du coup nous-mêmes nos propres motivations et on va les atteindre directement. On n'a pas besoin d'attendre regard des autres ou autre. Et comme tu dis, le côté un peu genre récompense un peu bête et méchante. On pourrait presque dire que certains caps de recrutement ne devraient pas forcément faire ce côté ok, tu closes ta tant de bonus, tu closes ta tant de bonus, parce que du coup, ça c'est clairement du coup de l'exogène et ça n'a pas forcément motivé les gens à rester. D'ailleurs, tu le vois, tu as des turnovers dans ces boîtes-là parce que si tu es juste motivé par la thune, au bout d'un moment, c'est pas suffisant. Surtout si en plus c'est des petits montants. Si c'est des gros montants et que tu peux devenir millionnaire, tu peux rester. Mais si c'est des petits, je sais pas, 200 € par recrutement closé, c'est pas ça qui va te faire rester dans ta boîte. Et du coup, tu avais plein, dans ta besace, t'es venu avec plein d'idées. On appelle ça du coup des idées un peu anti-friction pour faire en sorte justement de vraiment aimer du coup ce qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce que tu aurais comme idée à nous proposer, des petites choses à mettre en place? À la fois, je dirais, on va commencer par des trucs simples, court terme. Là, tu vois, cet épisode du coup va arriver en plein été, donc c'est le moment où il y a un peu l'activité est un peu ralentie, donc on a le temps de mettre en place des nouvelles choses. Est-ce que tu aurais du coup des petits conseils court terme à nous donner après d'en donner des longs termes? Très court terme, encore une fois, il y a énormément de charge mentale. Il y a une partie de la charge mentale qui se contrôle, notamment avec ce que je vais appeler de l'hygiène. C'est nettoyer et vider. Je ne sais pas si des personnes ont lu les livres de Marie Kondo. Moi, je les ai pas lus, mais apparemment, ils sont très bons. J'ai lu plein de résumés. C'est un peu ça, quoi. Le Marie Kondo au travail. Comment est-ce que tu élimines toute la charge mentale? Et là, de manière très concrète, c'est nettoyer son ordinateur pour éviter d'avoir plein de captures d'écran sur le fond de l'ordinateur. Ça, c'est quelque chose que je vois sans arrêt. Et tu vois, forcément, ça te préoccupe.
Réduire les onglets dans ton navigateur, avoir une hygiène sur les onglets. C'est traumatisant, ça, des gens qui ont genre 12 000 onglets couverts. Forcément, ça te sollicite, tu as des Bien sûr. notifications dans tous les sens. Réduire, nettoyer son bureau. Tu vois, c'est des choses vraiment qui sont très concrètes, mais qui aident énormément. Nettoyer son bureau, réduire, alors ça c'est un autre cheval de bataille, mais je sors un petit peu, je me dis très large, quoi, mais réduire les réseaux sociaux. Le temps passé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une super application qui s'appelle Le scroll sur LinkedIn. le scroll sur LinkedIn. Et même, donc je disais, moi j'ai une application qui bloque le temps que je passe sur Instagram à, je choisis le nombre de minutes. Donc tu vois, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est Twitter. Oui, après tu peux plus y aller, sauf après retourner dans les systèmes et du coup tu te sens mal après de devoir aller contre ta propre règle. Ouais, c'est très bien ça. Et une bonne chose, c'est dès que tu sens que quelque chose va te rajouter de la friction, c'est que tu te poses juste 10 secondes et tu dis est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Et juste prendre le temps de réfléchir, 10 secondes, c'est pile l'intervalle qu'il te faut pour changer de décision. Donc ça, c'est assez important. Sur la charge mentale aussi, je recommande d'écouter, si vous êtes en vacances, vous aurez le temps d'écouter l'épisode d'une équipe qui gagne avec Hélène Lee qui est sur la charge mentale. C'est notre épisode 17, je crois, de mémoire, j'avais noté ça. Elle est géniale, Hélène. Voilà, l'épisode est super et un des gros conseils qu'elle donne, c'est de bloquer du temps dans ton calendrier, de prendre des rendez-vous avec toi-même, et de la même manière que quand tu prends rendez-vous avec un candidat ou avec un client, bah, tu es à l'heure et tu restes disponible pendant l'intégralité du rendez-vous. Tu fais pareil, tu te prends rendez-vous avec toi-même et tu ne quittes pas la salle, tu ne fais rien d'autre pendant ce temps-là. Donc ça, c'est assez important. Une chose que je fais aussi, c'est de lancer des chronomètres. Donc quand je travaille sur une tâche, je lance un chronomètre et je me dis là, je suis en train de travailler sur cette tâche. Et psychologiquement, c'est assez fort pour se concentrer sur une tâche. Donc ça, c'est réduire un peu la friction, rajouter de la clarté. Et de manière générale, dans le recrutement au sens large, des points que je vois souvent, c'est qu'on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes ensuite dans le process de recrutement. Donc ça intervient souvent au début quand on définit le poste à recruter. Et on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes. On se dit, bon allez, je vais passer le truc et on verra plus tard. Et il faut adresser les problèmes le plus tôt possible. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne de la crédibilité et dire, écoute, j'ai bien noté ça. Est-ce que tu peux me réexpliquer pourquoi c'est important pour toi? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Donc vraiment bien adresser les problèmes, l'annoncer. Et ensuite, pareil, très court terme, mieux communiquer. Alors mieux communiquer, je vais pas juger, je sais pas comment les gens le font aujourd'hui, mais en tout cas communiquer en interne. Donc éventuellement un canal Slack avec les témoignages des candidats, montrer de la transparence, montrer de l'activité. En fait, un exemple qu'on me donnait, c'est trop dommage parce que si tu es un 9 sur 10 dans ton travail, mais que tu communiques comme un 2 sur 10, tout le monde va penser que tu es un 2 sur 10. Bien sûr. L'inverse est vrai. Ouais. Si tu es un 2 sur 10, tu communiques comme un 9 sur 10, tout le monde va penser. Donc à la fin, il y a une forme d'injustice. Vous devez ça à vous-même si vous êtes un 9 sur 10 ou une 9 sur 10 dans votre travail. De bien communiquer, c'est assez important. Oui, là-dessus, les gens parlent de savoir-faire et de faire savoir, comme quoi, du coup, faut que t'aies beaucoup de savoir dans ton job, parce que sinon, les gens se rendent pas compte justement de ton savoir-faire. C'est cool. Et t'as des boîtes, même, non, c'est la culture, hein, par exemple, genre chez L'Oréal, la culture, c'est tu te marketes toi-même. Enfin, c'est une boîte de marketing, d'ailleurs, initialement. Et du coup, bah, les gens sont promus s'ils se marketent. T'as des gens, en effet, justement, très mauvais, qui vont avoir, du coup, des promotions parce qu'ils se marketent. Et inversement, des gens très bons, mais qu'osent pas, par soit humilité, du coup, ce qui est une bonne chose, soit, du coup, par syndrome de l'imposteur, ce qui, du coup, se travaille et peut être amélioré. Et du coup, t'as ces problèmes-là où des gens hyper compétents ne se mettent en avant, alors que t'as rien à perdre, tu vois, à tenter. Et au pire, les gens, dans tous les cas, ils vont critiquer. Donc, au moins, t'auras fait ton truc, t'auras proposé. Et je pense que L'Oréal a au moins peut-être l'humilité ou la transparence de dire que c'est vraiment des valeurs avec tout le monde sur le coin. Voilà, c'est assumé. C'est du networking et tu montes dans la hiérarchie quand tu networks. C'est le cas dans toutes les boîtes. Bien sûr. Tu vois, et pas forcément networking, mais au moins communiquer. C'est tellement important auprès de son boss, auprès des autres équipes. C'est ta marque personnelle en interne, en fait, c'est ton marketing de toi qui va t'aider à trouver des promotions et autres. Exactement. Ok, trop bien. Ça, du coup, donc ça sur le court terme, est-ce que c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, qui nécessitent plus de temps, mais qui permettent du coup d'être vraiment heureux dans son boulot? Je pense qu'il faut se rappeler il y a aussi quelque chose qui est un peu lassant dans le recrutement, c'est la répétition. On refait, clac. J'ai recruté une personne, ça y est, j'ai atteint les objectifs, je repars de zéro, la même personne. Très redondant. Ouais. Et ça ne doit pas forcément l'être. Il y a des projets, alors il y a certains projets qui sont moins intéressants que d'autres, donc mettre en place un ATS, c'est rarement des trucs sur lesquels les gens prennent vraiment du plaisir ou s'éclatent. Ça reste un des gros projets des équipes de recrutement, mais ça reste un projet au moins, il y a de la variété. Donc se rappeler qu'il y a des projets qui peuvent avoir de la valeur, donc faire un meilleur reporting, créer du contenu, que ce soit en interne, comment est-ce qu'on forme des personnes en interne, en externe à destination des candidats et des candidates, prendre la parole. Et puis il peut y avoir d'autres choses sur maintenant, alors un des gros usages, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on en parlait l'autre jour, de l'intelligence artificielle, c'est justement d'ouvrir des
des voies ou des disciplines qui n'étaient pas accessibles avant. Donc par exemple, moi, j'ai toujours un tout petit peu codé, mais de très très loin. Et là, avec ChatGPT, je peux recréer des trucs beaucoup plus rapidement. Donc découvrir de nouvelles disciplines, imaginer tout ce qui est possible. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, vous avez besoin de passer par une personne en business intelligence pour avoir des rapports sur votre activité RH. Peut-être qu'en fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc voir ça comme réouvrir et se dire ça n'est pas forcément que de la répétition quotidienne, mais il y a des nouveaux projets et ce sur quoi on peut travailler, des projets à l'échelle du trimestre. Ça, c'est, je pense que ça redonne énormément de motivation. En fait, c'est pas parfois quand on est dans le travail quotidien, on a la tête dans le guidon et il y a d'autres choses qui sont possibles, quoi. Donc ce que tu dis là, c'est qu'on pourrait par exemple, tu vois, mapper, faire la liste de toutes les choses qui sont des frictions pour nous au quotidien. Et je pense qu'il y en a plein. Parce qu'on pourrait faire le parallèle avec, tu vois, moi, je fais souvent ça avec les équipes tech, les équipes produits. Et à chaque fois, quand ils fonctionnent en agile, du coup, à la fin, ils ont des rétrospectives où ils voient, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, moyennement passé et pas bien passé. Et du coup, tu peux faire la même chose en recrutement et réaliser après chaque process, ok, c'était quoi les frictions qu'on a eues pendant ce process et tu les améliores. C'est un peu du lean recrutement que tu pourrais faire et qui du coup te rend moins frustré dans ton job, quoi. Complètement. Et donc première chose à faire, un des premiers projets, c'est mettre ça en place, quoi. Et ensuite, tu vois, effectivement, on se rend compte qu'on redit toujours la même chose aux managers. On crée un document donc, il y a énormément de choses à faire. Et j'ai vu des équipes de recrutement faire des gains de productivité énormes. Et il y a des gens qui s'éclatent. Et il y a des gens qui ont une énorme légitimité en interne parce qu'elles ont réduit les frais de cabinet de recrutement. Donc il y a un revenu qui est immédiat, qui est lié. Ou alors elles ont des témoignages candidats qui sont unanimes, qui sont positifs. Et donc c'est valorisé en interne. Donc il y a des gens qui prennent énormément de plaisir. Beaucoup. C'est possible. Il y a plein de choses à faire, quoi. C'est un métier qui est génial. Ok. Trop bien. Et pour du coup finir sur ça, est-ce que tu aurais des recommandations de outils /méthodes /formations /livres qui vraiment te disent ok, là ça va vraiment aider les gens qui recrutent à être plus heureux dans leur job? Marie Kondo, encore une fois, au moins lire les résumés d'articles et essayer de mettre ça en place. Une équipe qui gagne numéro 17. Épisode 17 avec Hélène. On avait fait une formation ensemble que j'avais trouvé impressionnant, donc j'ai pas essayé Blendy, mais je recommande d'essayer Blendy parce que si c'est du même niveau de qualité que ce qu'on avait fait ensemble, c'est génial. T'as vu un quart? J'ai vu un quart, bon génial. J'ai vu le meilleur quart ou le moins bon? Ça dépend. Celui du milieu. C'était le mien, pas celui d'Élise, donc forcément. Non mais donc voilà, et puis je suis sûr que tu as d'autres recommandations, outils, il y a plein de livres, il y a voilà, et peut-être que l'objectif, c'est aussi de se dire, je vais pas prendre 50 sources différentes, mais je vais en prendre une que je vais réutiliser encore et encore et encore. Donc plutôt que de dire, je vais faire 40 formations différentes au recrutement, je prends Blendy et par contre, je vais au fond de toutes les vidéos, je vais tout le truc, je à fond, quoi. Où je prends un livre, donc ce matin sur A-Players, j'interviewais Yann Texé qui écrit The Full Stack Recruiter. Donc pareil, tu reprends un livre et tu le travailles à fond, tu rentres dans le détail. C'est un été qu'il te faut pour mettre en place tout ce qui te met dans le livre. Justement, d'où l'idée de se dire, je prends un livre que je pousse à fond, même si ça fait 3 ans et que tu as relu 50 fois le livre, mais au moins tu as une idée, tu as une structure qui a une forme de cohérence interne. Oui, c'est la bonne approche. Et tu vois, il y a 2 personnes, par exemple, qui ont fait notre formation online et ça avait 2 approches différentes. Une personne qui a dit, moi, je vais tout faire à la fois. Et après, on verra ce qui se passera. Et l'autre qui dit, moi, je vais faire module par module. Et chaque module, je m'arrête et je mets en application. Et du coup, ça me prendra peut-être 1 an. Mais au moins, du coup, j'aurai tout mis en application. Très plus bien que juste voir. Et tu dis, ok, c'est cool comme manière de faire, en fait. Donc, c'est la meilleure. Ok, écoute, trop chouette. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je te pose les classiques questions qu'on pose à tous les invités et toutes les invités qui passent derrière le micro de Tam Tam? Non, je pense qu'on peut aller sur ces questions. Très bien. Donc, en théorie, avec tous ces conseils, les recruteurs et recruteuses de ce monde seront plus heureux et plus heureuses. Les 3 questions que je vous ai. La première, si tu as du coup ne serait-ce qu'un seul conseil à donner, donc pour résumer un peu ce qu'on a dit, quel est le conseil de Robin sur comment être plus heureux quand on recrute? Le conseil numéro 1 que je donne, mais pareil aux gens qui rejoignent l'équipe ou de manière générale dans le recrutement, c'est de passer un maximum de temps et de mettre de l'effort et de challenger la définition du profil au début. Parce que, et c'était un de mes gros apprentissages, quand j'ai commencé dans le recrutement, on me disait je recrute la personne A. Et moi j'allais chercher la personne A. Finalement, ça serait bien la personne B. Ouais, ou la personne 43, tu vois. Oui. Aucun rapport. Ah oui, ok. Donc vraiment passer du temps. Et très très souvent, on recrute pas la personne qui est décrite au début. Et donc on peut gagner du temps en faisant cette phase de découverte. Et aussi se rappeler qu'on est là pour ça, quoi, que c'est notre métier. De garder en tête que la plupart du temps ça va pas être ça, donc on va challenger à mort, et si c'est ça, tant mieux, mais si c'est pas ça, au moins on a challengé et on a fait avancer la recherche.
Ok, trop bien. Merci pour ce conseil. Deuxième question, admettons demain, je ne te le souhaite pas, mais tu échoues sur une île déserte par un... Non, j'allais faire une blague, mais je la ferai pas. Je la ferai hors enregistrement. Où du coup, tu es sur une île, t'es tout seul, t'es perdu. Qu'est-ce que tu prends comme contenu pour un contenu recrutement ou pas d'ailleurs pour survivre? On en parlait tout à l'heure, je prendrais pas un contenu recrutement, je pense. Ça t'aidera pas à survivre, c'est vrai. Je prendrais le guide de survie sur une île déserte. Robinson Crusoe. Voilà, exactement. Mais je pense pas que je prendrais un contenu de recrutement. Je prendrais quelque chose qui me permet de survivre. C'est quoi ton livre préféré? Ça peut être un livre fiction Alors, j'avais lu un livre de Jules Verne qui s'appelle L'île. C'est quoi l'île? Pas l'île sauvage? Je sais plus, et j'avais adoré parce que dedans ils construisent tout un truc de zéro, ils construisent une maison, ils recréent un télégraphe. L'île mystérieuse, c'est peut-être celui-ci, où ils tombent à la fin sur le capitaine Nemo du Nautilus, qui se cache dans cette île. Trop et bien. Donc il crée, il recrée tout, il creuse dans la pierre. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais fasciné par ça. Et notamment, il crée de la TNT avec. Donc, je sais pas si la recette fonctionne vraiment. Mais tu pourrais tenter du coup sur ton livre. Que ça à faire de toute façon. Si j'ai 3 secondes pour choisir, je prends ce livre et je me dis bon, peut-être qu'il y a des bons apprentissages dedans. L'île mystérieuse, trop bien. Et dernière chose, c'est le balance ton tam tam. Alors du coup, j'ai fait un post sur une ligne il y a pas longtemps où j'ai 30-40 personnes qui m'ont été recommandées, donc je pense qu'on est large. Mais du coup, vraiment, est-ce qu'il y a une personne selon toi ou plusieurs qui mériterait d'être derrière ce micro pour dire des choses pertinentes sur le recrutement à des gens qui le font au quotidien? Déjà, si tu peux l'avoir, je te conseille d'essayer d'avoir Hélène Lee pour parler de la charge mentale dans le recrutement. Parce non, pas encore. Nous, c'est un des épisodes qui a le mieux fonctionné. Elle est vraiment super. Donc, voilà. Incroyable. Bravo. Hélène, si tu nous écoutes, c'est fantastique ce que tu fais. Bravo. Je sais pas, c'est dans le top 3. Je sais même pas exactement, c'est peut-être le meilleur épisode d'une équipe qui gagne. Et de manière générale, alors c'est plutôt ma réflexion en ce moment, parce que tu vois, je me pose ces questions aussi, qui seraient les personnes que j'ai envie d'avoir sur le podcast, et j'essaie d'avoir de plus en plus des personnes hors du recrutement, proprement parler, parce qu'il y a plein d'apprentissages aussi qui viennent du sport, comment tu fais des équipes qui gagnent dans le sport, même dans la musique, dans l'art, dans l'associatif, la philosophie du travail, tu vois, ce dont on parle là, on n'est pas les meilleurs pour en parler, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment des philosophes sur le travail, qui ont cette expérience, donc en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de faire ça. J'ai fait un super épisode avec Benjamin Kaiser, qui est un ancien rugbyman professionnel que j'ai adoré, et je me suis dit il faut que j'en fasse plus. Donc là-dedans, il y a plein de personnes à aller chercher. Donc tu peux avoir, moi je pense forcément au rugby dans la continuité de Benjamin Kaiser. Tu vois des managers de clubs qui ont gagné encore et encore. Il y a des choses qui sont intéressantes. Dans le foot aussi, tu as des recruteurs qui vont recruter des personnes, qui vont scouter des personnes. Dans le basket, tu as la même chose. Donc dans tous les sports, forcément, tu as ça. Voilà, donc je dirais pas mon conseil, mais en tout cas, moi, ce qui me plairait, tu vois, c'est d'entendre plus d'histoires du recrutement qui ne viennent pas du recrutement. Pas de recruteurs ou de recruteuses. Il faudrait presque faire un podcast à part qui est le recrutement par des gens qui ne sont pas des recruteurs et des recruteuses. Mais eux te diront que ce sont des recruteurs. Bien sûr, du coup, le recrutement, pas comme on l'imagine. Ou hors de l'entreprise, mais peut-être qu'ils diraient... Tu pourrais dire que c'est une entreprise, hein. Je sais pas. Gardons le même podcast. Gardons le même podcast. Voilà. C'est marrant, tes recos sont un peu similaires à ce que disait Maxime Lebras, qui est aussi un grand fan de sport. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de Moneyball, mais je sais que tu aimes bien aussi. Que je prendrais peut-être sur une île déserte. Tu pourrais prendre. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Robin. Tes conseils étaient trop intéressants et j'aime bien aimer la démarche entre on part de très très loin et comment justement est-ce qu'on devient plus heureux et épanoui. J'espère que des gens qui écouteront se sentiront moins seuls dans leur galère de recruteurs et de recruteuses, notamment quand on est seul dans une boîte, c'est souvent encore pire, et qu'ils auront plein du coup de conseils pour s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes qui nous écoutez. Merci à toi, Robin, je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Merci Léo. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là à Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime, ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top, tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.